Chapitre 16. Oswald nous dit que ses plans de campagne étaient prêts. La veille au soir, il était revenu d'une vaste opération de reconnaissance et nous avait informé qu'une importante colonne de mammouths, d'éléphants, de bisons et de buffles, couverts par une avant-garde de grands ongulés rapides, faisait mouvement dans notre direction et que, selon lui, elle se trouvait au matin dans une bonne position pour être attaquée. Le lendemain, à l'aube, toute la horde s'ébranla, laissant mère et tante Gudule veiller sur les enfants trop jeunes pour porter les armes. Père, laissant à Oswald la responsabilité et le commandement, s'était mis sous ses ordres et le secondait avec compétence. Oswald déploya le gros de ses forces sous le vent de l'ennemi, de façon à former une sorte de nasse où celui-ci viendrait se faire mettre en pièces. Un petit détachement, formé surtout de femmes, tournant les troupes adverses dans une marche forcée à travers la brousse, devait tomber sur leur arrière, moyennant grand bruit et hurlements, les pousser dans le piège tendu. Les enfants faisaient la liaison. À mesure que chaque détachement se mettait en position, ils venaient en informer le poste de commandement. Oswald, avec son état-major, s'était installé au sommet d'une colline d'où il pouvait contrôler les opérations et dépêcher des renforts aux chasseurs en difficulté. Tout se passe très bien. Effrayées par les rabatteuses, les troupes se jetaient aveuglément dans les embuscades successives. Certains effectifs d'Oswald refoulent les mammouths et éléphants sur ces positions préparées à l'avance où des fosses et des pièges les attendaient, tandis que d'autres décimaient de leurs dards chevaux, zèbres, buffles, élans et même des gazelles pour nous assurer des mets en variété. Ce fut une hécatombe. En moins d'une semaine, nous avions ramassé plus de viande pour le garde-manger que nous ne pouvions en transporter. Mais comme d'habitude, il nous fallait partager le butin avec une meute de chacals, d'hyènes, de milans, de vautours, qui rappliquaient de tous les azimuts pour se gaver à nos dépens. Eh bien, dit Père, jetant un regard satisfait sur ce carnage. Vous vous souvenez du temps où c'était nous qui venions fouiller dans les poubelles? À présent, ce sont eux qui nous suivent, dit-il avec fierté. D'une pierre bien placée, il délogea une hyène qui, sanglotant de dépit, s'enfuit en boitillant. Maman nous attendait avec un feu considérable. Nous fabriquâmes brochettes, broches et tourne-broches avec du bois vert. Nous étalâmes des braises pour les grillades, entassâmes des cendres pour cuire les œufs d'autruche, des piornisses, de cigognes, de flamand. À la nuit, une fantastique lueur éclaira le pays tout alentour. Peu après, froufroutant à travers les arbres, oncle Vania se présenta. « Hé, Vania !» cria Père joyeusement, « tu viens manger la soupe, c'est gentil de te joindre à nous. » Oncle Vania contemplait d'un air réprobateur les ripailles qui se préparaient. Il en reniflait l'arôme, narines dilatées. « Toujours de mal en pied, Édouard, dit-il sombrement. As-tu seulement pensé à ce que cette cuisson illégitime va faire à vos gencives? Je ne serais pas surpris que la moitié d'entre vous ne souffrît déjà de caries dentaires. Oui, je reste, dit-il, n'insiste pas. Mais ce n'est pas sans une profonde mélancolie, tu peux me croire. Nous pûmes néanmoins le persuader de goûter à tous les plats, et pour autant que j'ai pu voir, il ne s'en farcit point la panse moins gaillardement que les autres. Ah, quel barbecue du tonnerre ce fut là! Et d'un art culinaire plus qu'homérique. Comme entrée, tous les genres de viande, rôtis, grillés, au jus ou à l'étouffée. Comme plat de résistance, des tranches de cuisseaux d'éléphant, bison et antilope, mises en sandwich entre une couche de graisse et de jambon cru de marcassin. Quand les cuisseaux étaient bien chauds, nous les arrosions d'un coulis fait du sang des animaux, de jus de groseille sauvage et de jaune d'œuf d'apiornis, et nous faisions flamber le tout dans les flammes dansantes. Ensuite, nous retirions l'intérieur, le découpions en petits morceaux et le rôtissions à la broche. Un régal. Quand le repas fut terminé, Père se leva et prit la parole. « Parents, compagnes, filles et fils, commença-t-il. Je ne veux pas laisser passer cette heureuse et faste occasion sans en dégager en quelques mots la signification, sans passer en revue nos résultats passés et nos tâches futures. Ce soir, nous souhaitons officiellement la bienvenue aux charmantes demoiselles qui viennent partager avec les 4 aînés de nos jeunes mâles la vie de notre horde. Mais la portée de l'événement dépasse le simple accueil, car leur arrivée parmi nous inaugure une nouvelle coutume.
Désormais, le jeune pithécanthrope ne prendra plus sa femme au sein de sa propre famille, mais il devra partir la conquérir dans d'autres hordes, tandis que de leur côté, les filles subhumaines quitteront père et mère pour suivre l'élu de leur cœur. Cette noble institution, n'en doutons pas, va libérer des énergies nouvelles, accélérer le rythme du progrès moral et matériel au sein des sociétés subhumaines. Je suis convaincu déjà qu'après cette magistrale expérience, si pénible qu'elle put être au début, ceux qui l'ont faite n'ont eu qu'à s'en féliciter. Oui, oui, très bien, approuvèrent à gauche Oswald, Toby, Alexandre et les femmes. Père se tut un moment pour leur laisser le temps d'applaudir, s'inclina et reprit. Dans le domaine technologique, les résultats aussi sont en bonne voie. La production des outils de silex excède les plans prévus, et si leur amélioration reste encore un peu lente, elle est incontestable et continue. D'autre part, la maîtrise du feu constitue, dans notre économie, une véritable révolution. Elle nous assure un avenir brillant et d'une arme invincible pour la suprématie mondiale. « Ouh, scandaleux !» l'interrompit à droite oncle Vania. « Toby, vois donc si tu peux fendre ce fémur pour moi, mon garçon. La moelle manque de cuisson et ne veut pas sortir. » Vania dit père, « Je pensais bien que tu réagirais, mais cet avenir n'est-il pas évident ? Crois-tu que nous pourrions nous contenter d'avoir jeté les ours hors de cette caverne ? Ce n'était que la première victoire d'une longue guerre sans fin. Tous les jours, des pithécanthropes tombent au champ d'honneur, mangés par des carnassiers, écrabouillés par des éléphants et des mastodontes, transpercés par des rhinocéros, piqués à mort par les serpents doués de venin et comprimés à mort par ceux qui ne le sont pas. Et ce qui survit de notre espèce a ses cornes, ses crocs, ses sabots, ce venin, tombe sous les atteintes d'autres ennemis mortels, dont beaucoup sont si minuscules qu'ils échappent à la vue en nombre si infini qu'il nous est, pour le moment, impossible de les vaincre. Le temps est bref que passe un sous-homme sur Terre, et le genre surhumain est constamment en danger de s'éteindre. À toute cette menace, à cette hostilité, quelle est notre réponse ? Le défi. Nous nous appliquerons à exterminer toutes les espèces qui nous ravagent, à n'épargner que celles qui se soumettront. À toutes, nous proclamerons « Prenez garde, ou bien vous serez nos esclaves, ou bien vous disparaîtrez. » Car nous serons vos maîtres par notre supériorité en tout. Dans un super combat, nous vous super-éliminerons par la super-pensée, de super-ruse, un super-peuplement, une super-évolution. Voilà notre politique, il n'y en a pas d'autre. Si, il y en a une, jeta oncle Vania. Laquelle ? Back to the trees. C'est ça, dit le père avec mépris, retour au Miocène. Qu'est-ce que tu lui reproches au bon vieux Miocène, grommela oncle Vania. Les gens savaient tenir à leur place. Oui, et que sont-ils maintenant, dit père ? Des fossiles. On peut avancer ou reculer, Vania. Rester sur place est impossible, même dans les arbres. Je dis que le pithécanthrope ne peut avoir qu'un seul devoir, de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. En avant vers plus d'humanité, plus d'histoire, plus de civilisation. Donc, mes amis, décidons-nous dès ce soir. Boum, boum, boum. C'était oncle Vania qui protestait, en faisant résonner sa poitrine de ses poings comme un grand gorille dédaigneux. Père éleva la voix. Jurons de ne jamais être satisfaits, de toujours vouloir mieux, dans la taille du silex progressant du paléolithique au néolithique. C'était Toby qui, d'enthousiasme, frappait l'un contre l'autre 2 noyaux de silex. Sur le champ de bataille, améliorons sans cesse la puissance et la portée de nos missiles. Ding, 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 ding. Cette fois, c'était Oswald qui entrechoquait ses javelots. Sur le front intérieur, que les arts ménagers nous libèrent chaque jour davantage pour la lutte suprême. Avec un grand sourire, Mère se fit des castagnettes, des petits osselets avec lesquels elle encourageait les bébés à sortir leurs dents de lait. Que les beaux-arts se développent et stimulent en nous l'observation de la nature. Alexandre, s'emparant d'une corne de bélier qui traînait, souffla dedans pour en tirer un mugissement étrange. Et que ceux dont la contribution à cette entreprise grandiose s'est limitée jusqu'à présent à du vent et à des chicanes fassent fonctionner leur encéphale. Je me mis à siffler par dérision, car je me sentis visé, et le vacarme devint si énorme que l'on n'entendit pas la fin du discours. Mais alors subitement la voix de père se leva de nouveau, heureuse et pressante au-dessus de ce tintamarre.
C'est ça. Continuez. Allez, allez. Voilà, nous encouragea-t-il. Voilà, ça vient. Presto, Oswald. Ernest, maintiens ta note haute. Bravo pour la batterie, Vania, c'est parfait. Et toi pour la percussion. Toby, Alexandre, le corps. Allons, maman, les castagnettes. Plus vite, Vania, plus fort. Une baguette au doigt, et nous faisant signe à tour de rôle, Père de sa main libre encourageait l'un, modérait l'autre. Le tumulte commençait de prendre forme, il se mettait à vivre et à se balancer, allant, venant, s'enroulant et se vrillant sur lui-même, comme un serpent aux vives couleurs. Derrière nous, les femmes s'étaient levées, lentement d'abord, puis plus vivement. Elles traînaient les pieds, allant et venant, elles aussi, et battaient l'air des poings et des coudes. « Allez, allez !» criait Père à pleine gorge, tandis que la ligne des femmes approchait du feu. « Tenez la cadence, molto allegro, presto, prestissimo !» « À vous la batterie, forte les castagnettes. Ici, le corps. Allons, d'une air, plus enlevé !» criait-il. Là-bas, les lions emplissaient la forêt de rugissements réprobateurs. La trompette des éléphants nous injuriait du fond des marécages. Les chacals aboyaient, les loups hurlaient. Mais nous, notre temps sur terre avait beau être court et clairsemé l'espèce, et rude le combat pour survivre, et interminable devant nos yeux l'âge paléolithique, nous dansions. La sueur coulait tout le long de nos mufles et de nos flancs, tandis que nous tapions à qui mieux. Oncle Vania était couvert de bleu, Père avait la voix rauque, mais les femmes tournoyaient toujours, avançant et reculant et tourbillonnant et ululant dans la lumière du feu. Seigneur, quelle danse ce fut, cette première danse-là! Elle prit fin d'un seul coup. Soudain firent irruption une demi-douzaine de silhouettes sauvages. D'un bond, elles furent au milieu des femmes, et l'instant d'après en enlevaient plusieurs parmi les hurlements et les battements de jambes, comme des aigles emportant leur proie. Anne, Alice, Dorine disparurent ainsi au cœur de l'obscurité, et bon nombre de tantes. Bien que je fusse hors d'haleine à force de siffler, je me jetai à leur poursuite, mais de façon inexplicable, je trébuchai sur une jambe soudain tendue de Griselda, et m'étalai de tout mon long. Oswald lança trop tard un ou deux javelots. Quant à Toby et Alexandre, ils étaient bras ballants de surprise. Tante Barbe s'était réfugiée entre les bras d'oncle Vania, comme une belette dans son terrier. Père, lui, contemplait la scène sans émotion, le bâton levé comme si notre concert allait reprendre. Pour ce qui était de nos sœurs, le rapt était intégral. Encore tout étourdi, je m'efforçais de rassembler mes sens pour organiser la poursuite. « Laisse mes frères en paix, Ernest, me dit Griselda, et je restai stupide. « Eh bien, maman, dit Père, voilà nos filles casées. Ne pleure pas. Ce sont des cordons bleus et elles feront d'excellentes épouses. Ainsi va le monde, tu vois. » Je compris tout dans un éclair. Père et Griselda. Mes yeux allaient de l'un à l'autre. Voilà donc ce qu'ils mijotaient tous les deux, tous les trois, avec Elsa. L'ignoble perfidie. « Tu avais tout manigancé, éclatai-je. »« Mais non, fils, dit Père. Disons que j'ai laissé faire la nature, en la guidant un peu, c'est tout. »« Mais ils m'ont laissé, moi, j'ai mis tout à coup tante Barbe. Ils ont ravi Aglaé, Gudule et Amélie, et moi, ils m'ont laissé. » En effet, elle était de toutes nos tantes la seule veuve qui restait. « Ils ne doivent pas être bien loin, dit Père en souriant. » En un moment, tante Barbe disparut dans la nuit, sa longue tignasse au vent. « Attendez » criait-elle, et nous pûmes entendre, dans la jungle, son appel qui faiblissait en s'éloignant. « Attendez-moi, attendez-moi »